Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de géopolitique. Au sommet de cette émission, le sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg sur la triptyque sécurité, développement et éducation. Qui contrôlera l'Afrique? Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de cette invitation. C'est tout un honneur que de venir partager, n'est-ce pas, mes connaissances avec l'ensemble de vos auditeurs. L'Afrique à Saint-Pétersbourg est-elle en train de se faire une place prépondérante sur la scène internationale avec l'aide de la Russie? Déjà, il faille rappeler la relation historique qui lie l'Afrique avec la Russie. Et s'il faut le faire de façon ramassée, on dirait la période de la guerre froide avec la quête des indépendances que les pays africains recherchaient. Et logiquement, quand on parle de la période de la guerre froide, on voit ici la volonté de domination idéologique des superpuissances d'alors, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union des républiques soviétiques. Par là, en abrégé, URSS, j'ai toujours du mal à prononcer. Et donc, rendu à ce stade-là, on voit bien que les positions sont quelque peu tranchées, à savoir que la Russie travaille à ce qu'il y ait une reconnaissance des pays africains comme étant des États souverains qui ont droit au chapitre et donc qui ont une certaine reconnaissance humaine, c'est-à-dire qu'on ne doit plus parler de colonisation sur les pays africains, qu'on doit leur reconnaître une autonomie complète. Et donc la Russie a travaillé aux côtés des mouvements de libération sur le continent africain, en Algérie, en Guinée, en Angola, au Mozambique, et j'en passe. Donc ça, c'est les premières relations que la Russie a tissées avec le continent africain pour faire simple. Au-delà de ça, à la fin de la guerre froide, vous avez souvenance que la Russie, pas la Russie, l'Union soviétique d'alors, perd cette bataille idéologique qui devrait, n'est-ce pas, orienter les destinées du monde, à savoir, soit c'est l'idéologie capitaliste gérée ou alors mise en avant ou portée par les États-Unis, soit c'est l'idéologie communiste qui devrait, n'est-ce pas, asseoir les relations entre les pays du monde. Mais le communisme a perdu, et donc c'est le capitalisme qui est rentré dans le jeu. Et la Russie, face à cette perte, face à cette débâcle, a donc plié bagage sur le continent africain, et son retour, si on doit le situer historiquement, c'est à la venue du président Poutine dans les années entre 2004 et 2008, qui a permis de repenser, n'est-ce pas, le retour de la Russie sur le continent africain. Et la question que je pense fondamentale qu'on devrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi la Russie, à partir de 2004-2008, s'intéresse à nouveau à l'Afrique. Et donc, si je dois répondre à votre question, c'est déjà faire ce petit travail historique pour montrer que la relation entre la Russie et l'Afrique ne date pas d'hier, elle est lointaine. Et donc, on dit, certains présidents parlent d'une soixantaine d'années, et ça, on l'a situé avec la période de décolonisation. Et donc, la Russie a travaillé aux côtés des pays africains pour la quête de l'indépendance, et naturellement, vous avez la sympathie que nous nourrissons pour ce pays-là. C'est un vaste projet de coopération, la création des projets stables. Est-ce que l'Afrique ne se fera pas duper? Des promesses qui ne se concrétisent pas. Oui, c'est légitime de se poser la question, c'est tout à fait légitime, mais je prendrai la posture, une posture duale, j'ai envie de dire. Je me positionnerai d'abord comme si j'étais un Russe, et après je parlerai comme étant un Africain. Le Russe, si on prend l'analyse des relations internationales, vous allez vous
il y a un sacro-saint principe qui voudrait que les relations entre États ne sont que fondées sur la question des intérêts. Et à ce moment-là, si je prends la posture d'un oligarque russe, je dirais que c'est dans mon intérêt de nouer des relations qui me seront bénéfiques avec le continent africain. Et la question que vous avez posée en tout début, ou alors le constat que vous avez posé en tout début, à savoir qui contrôlera l'Afrique, permet de dire ici, et là maintenant je prends la posture de l'Africain parce qu'il y a l'élément majeur, quel intérêt qui est entré en jeu. Je dirais, est-ce que l'Africain est prêt à diriger lui-même aux destinées de son continent? À ce moment-là, s'il prend en considération les intérêts que nourrit l'ensemble des populations africaines, l'ensemble du continent africain, il se mettrait au devant de la scène pour mieux protéger ses intérêts. Ce n'est plus à la Russie qui, dans les négociations ou bien alors dans la formalisation des relations entre le continent africain et la Russie, qui penserait à ce moment-là aux intérêts qui pourraient revenir aux Africains. C'est l'inverse qui devrait être possible, à savoir que les Africains, alors les dirigeants africains connaîtront eux-mêmes déjà leurs intérêts, leurs points stratégiques qu'ils aimeraient voir développer, leurs besoins, et rendus à ces sommets dans lesquels ils vont défendre les intérêts africains, ils poseront carte sur table, nous voudrons ça, nous voudrons ça, nous voudrons ça. Mais qu'est-ce qui se faisait par le passé, puisque vous notez que c'est des rêves pieux. Par le passé, vous avez dans les années 1999, par là, avec les zones économiques inclusives, avec les promesses occidentales qui voudraient que le transfert des technologies se fasse sur le continent africain. Rendu à ce jour, je me demande si on vous posait la question de savoir si le transfert des technologies est effectif sur le continent africain. Ce n'est pas la Russie qui avait fait cette promesse-là. Et donc, imputer, je dirais, c'est pas sans fondement, c'est juste peut-être une prospective pour voir est-ce que la Russie tiendra ses promesses. Quand on observe les relations que nous avons eues avec les pays occidentaux, la question elle est légitime. Mais maintenant, moi je pense qu'il faut voir l'homme au pied du mur pour voir si en réalité il a tenu ses promesses ou pas. Et donc, au regard des petites actions que la Russie mène déjà sur le continent africain, on voit des choses bouger, on voit des concrétisations qui permettent de donner le sourire à la population. Le président russe Vladimir Poutine a dit, je cite, « La Russie a des moyens pour permettre à l'Afrique de développer son secteur éducationnel, la santé, l'industrie. Pourquoi l'Afrique devrait-elle faire confiance à la Russie ?» La raison est toute simple. Quelles sont les réalités que l'Afrique connaît à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle a les moyens de venir à bout de ces réalités-là? Si je dois les citer, vous avez l'inégalité dans les échanges économiques, vous avez la non prise en compte des positions africaines sur des questions internationales, vous avez naturellement son influence géopolitique qui est amoindrie par l'image ou alors la perception qu'on a du continent africain comme quoi un paternalisme dont on n'a pas besoin d'aller un peu plus loin. On doit juste utiliser le mot que les Français adorent. Quand ils regardent, ils pointent leur regard sur le continent africain, c'est-à-dire nous ne sommes que des bébés. On n'a pas besoin d'avoir une quelconque influence sur la scène internationale. Vous avez ce besoin de développement, ce besoin d'accroître ses capacités sur le plan éducationnel, sanitaire, dont un besoin infrastructurel énorme. Est-ce que l'Afrique, au regard de sa configuration économique, de sa structure économique, est à même de remplir l'ensemble de ces obligations-là? Je doute fort. C'est pourquoi elle est en quête de relations, de coopération qui lui permettrait de satisfaire à ces besoins-là, à ces besoins énormes, des besoins infrastructurels. Et donc, se rapprocher de la Russie, par exemple, lui permet de satisfaire un besoin
sécuritaire, pour ne parler que de ce point-là. En termes de développement, vous avez la recherche des mines sur le plan comment dirais-je, du pétrole, des ressources minières. Et donc la Russie permet d'avoir cette expertise-là. Et là maintenant, dans les négociations, il développerait une certaine collaboration en termes de transfert de technologie et de partage d'expériences dans ces domaines-là. Vous avez sur le plan sécuritaire ce qui se passe au niveau de la Centrafrique, du Burkina Faso, du Mali. La Russie apporte une réponse concrète, pas de promesses. Vous avez la force multinationale mixte qui regroupe un ensemble de pays africains, à savoir le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger, qui se sont rendus au niveau de la communauté internationale pour demander des soutiens financiers qui permettraient l'établissement de cette force-là pour la lutte contre le terrorisme. Et vous avez le discours international qui essaye de trouver des solutions de lutte contre le terrorisme, mais les pays africains trouvent cette solution-là, mais manquent de financement. Or, la Russie, étant au fait de ces problèmes sur le continent africain qui empiètent sur son développement, apporte une solution avec, par exemple, des sécurités privées. Wagner qui arrive sur le continent africain et qui rend un service, je ne qualifierais pas ça de mémorable, mais qui rend un service qui apaise quand même les populations en termes de quiétude. Et donc, la Russie apporte quelque chose de viable, de concret, contrairement aux pays occidentaux qui ont nourri des promesses de lutte contre le terrorisme, mais sauf que le terrorisme va en grandissant parce que eux, ce qui les intéresse le plus, c'est la sécurisation de leur corridor, c'est-à-dire le transfert de leurs matières premières qui pillent sur le continent africain sans toutefois prendre en considération les desiderata de ce continent dans lequel ils volent, ils pillent. Et donc, ma foi, la Russie apporte un autre discours, de par sa posture historique, à savoir qu'elle n'a pas participé à un quelconque colonialisme sur un quelconque pays africain. Donc, ce discours qui se fait entendre au niveau des populations africaines, et je dirais même des dirigeants africains, trouve satisfaction en termes d'action que la Russie mène sur le continent africain. C'est en cela que je dirais que la Russie est plus concrète, contrairement aux pays occidentaux qui sont dans une affabulation, dans une propagande qui ne permet pas de jouer à leur faveur, j'ai envie de dire. Parmi les délégations présentes, la Libye, l'on pourrait se poser la question pourquoi en son temps la Russie n'a pas préservé les intérêts des citoyens libyens. Et lors du sommet, le président Poutine promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter l'escalade de la guérilla. Oui, je dois dire que vous mettez le doigt où ça fait mal dans les relations entre la Russie et l'Afrique. Mais si on doit situer historiquement le conflit libyen, on est dans les années 2011-2012. Et à ce moment-là, la Russie, bien avant ça, essayait de retrouver, certains analystes essayent de démontrer qu'à ce moment-là, la Russie n'a pas cette aura au niveau international qui permet de donner des décisions et donner des orientations quant à ce qu'on aimerait voir un conflit se dérouler ainsi ou trouver une solution, donc imposer une décision en fait. Mais 2004 à 2008, la Russie, c'est l'arrivée du président Poutine au pouvoir. Il définit les stratégies de relance de la diplomatie internationale au niveau de la Russie. Ils sont dans les bribes, c'est encore embryonnaire cette diplomatie-là. Elle doit prendre corps.
De 2008 à 2011, la Russie est en ballottage, des conflits, des sanctions. Et donc, elle peine à se faire reconnaître au niveau international, bien qu'elle garde sa posture de superpuissance au niveau médiatique. En 2011-2012, je pense que la Russie, au niveau des Nations Unies, s'abstient de la sanction qui tue à la communauté internationale d'aller bombarder le président Muammar Kadhafi. La Russie s'abstient. Est-ce que, rendu à ce jour, quand on fait une analyse rétrospective, parce qu'on a quelques éléments qui nous permettent, quant à moi, de dire que la Russie était dans une posture de construction de quelque chose qui lui permettrait de se pénétrer en profondeur et chambouler les relations que l'Occident avait avec l'Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que, au regard de la posture qu'elle a tenue sur le dossier libyen au niveau des Nations Unies, je me dis, à mon sens, qu'elle était dans une posture de visionnaire, parce que sa posture lui permet d'être en amitié avec l'Occident à ce moment-là, et d'être en amitié avec l'Afrique à ce moment-là. Mais sauf que si on intègre le mindset des oligarques russes qui ont pensé cette posture-là, on se rend bien compte que cela s'inscrit dans un projet, j'ai envie de dire, expansionniste, de pénétration diplomatique sur le monde. À savoir que s'il faille chambouler les relations internationales, l'élément central qui permettrait cela, c'est d'avoir l'Afrique à ses côtés. Et donc la posture que la Russie tient à ce moment-là permet d'être en acquaintance ou bien en amitié avec le continent africain, parce qu'on ne va pas regarder qu'elle jouait sa carte à ce moment-là. Sauf que si on garde à l'idée que les relations internationales, ce qui dirige les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Et donc, je me permets de conclure que la posture de la Russie au niveau des Nations Unies en 2011, quand on essayait de décider si on doit bombarder Muammar Kadhafi ou pas, est une question d'intérêt qu'elle a su jouer, qui lui rend service aujourd'hui, dans la mesure où en 2019, elle a commencé à émettre des discours anticolonialistes qui trouvent un assentiment sur le continent africain. Et donc, elle agit pour Bachar el-Assad. Tout à fait. Et donc, cette posture-là montre qu'il y a un décalage d'orientation en termes de volonté de coopération avec les États du monde, contrairement à ce qui se passe au niveau de la communauté internationale qui voudrait que le monde soit dirigé dans une mondialisation unipolaire. En ce qui concerne le Mali, la Russie promet de renouveler sa souveraineté. Les destins des peuples africains et russes sont liés. Un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Cesser l'instrumentalisation des droits de l'homme. Le président Poutine marque son attachement aux valeurs culturelles. Des mots forts qui ont été utilisés, qui ont un sens au regard de la situation politique internationale. Est-ce que le sommet apportera aux Africains la satisfaction recherchée pour le développement de leur peuple? Je me permettrai d'apporter une tentative de réponse en émettant au préalable une question qui permettrait pour moi de poser une analyse qui se voudra un peu plus claire. Qu'est-ce que les présidents africains recherchent à l'heure actuelle? Si je puis me permettre de répondre à la question, c'est la question de la souveraineté, la question de l'indépendance. Toutes les institutions sur le continent africain sont en quête d'indépendance, de souveraineté. Si on prend l'agenda 2063 de l'Union africaine, on se rend bien compte qu'elle affirme dans l'introduction de ce document-là que l'OUA a apporté l'indépendance politique sur le continent africain. Il revient alors à l'Union africaine, dirigée par nos pères d'aujourd'hui et des générations qui vont suivre, si ça ne change pas de dénomination, d'apporter une question d'indépendance économique, culturelle, politique
Non, pas politique. Politique, c'est l'OUA qui a porté avec les indépendances que nous avons obtenues, les indépendances factices, entre guillemets. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous recherchons? C'est l'indépendance complète du continent africain. Est-ce que les présidents travaillent à nous apporter cette indépendance complète? J'ai envie de dire certains travaillent, mais sauf que les think tanks, comme on a l'habitude de parler dans cette émission de Qui contrôlera l'Afrique, sont au travail pour, n'est-ce pas, regrouper les forces qui permettraient d'être mises en avant et faire flanchir les positions des présidents africains qui travaillent pour la quête d'une quelconque indépendance que ce soit. Et donc vous avez par exemple nos matières premières dont nous ne décidons pas. Comment est-ce que nous arriverons à avoir la main mise sur nos propres matières premières qui sont sur notre continent et dont nous déciderons la destinée de ces matières premières-là au bénéfice de nos populations? Mais sauf qu'à l'heure actuelle, si on arrive à décider de quoi que ce soit, on vous fout dans votre pays une révolution de couleur. On vous intente un procès, un coup d'État qui remet en question l'ensemble des évolutions que vous avez eues avec le président qui pensait à vous apporter un développement. Vous avez Olympio qui a pensé sortir le Togo du franc CFA. Il s'est fait zigouiller. Par qui? Par la France. Et donc cette puissance-là, occidentale, travaille à ce que le continent africain reste dans une posture de dépendance. Dépendance politique, dépendance économique, dépendance militaire, dépendance culturelle, dépendance éducationnelle, dépendance même du savoir. Parce que la production du savoir, même sur le continent africain, se veut colonisée. J'ai envie de dire, parce que quand vous regardez notre cher professeur Achille Bembe qui est allé vendre l'Afrique aux Champs-Élysées, parce qu'on lui donnerait je ne sais pas combien de millions de dollars pour reconfigurer la relation de la France avec l'Afrique, vous vous rendez bien compte que même nos pères fondateurs qui ont lutté pour l'indépendance politique du continent africain sont aujourd'hui en train de se retourner dans leur tombe parce qu'ils se disent comment est-ce possible que nous qui avons connu le martyre, la traite négrière et j'en passe, on se retrouve à vouloir négocier avec un bourreau qui n'a pas changé de logiciel. Et c'est à se demander si, en allant à la quête du savoir, le savoir ne nous a pas échappé parce qu'on nous a caché le vrai savoir. Alors, à ce moment-là, on se dirait que nos pères fondateurs ou alors l'Union africaine aujourd'hui n'est même pas en relation avec l'idéologie qu'elle aimerait voir poindre à l'horizon, à savoir l'indépendance du continent africain à l'horizon 2063. Pourquoi ? Revenons sur le sommet. Vous remarquerez par exemple que le secrétaire de cette institution-là, Moussa Faki, a été en porte-à-faux avec quelques positions des présidents africains qui racontent les déboires qu'ils connaissent sur leur continent. Au lieu d'apporter un soutien, ne fût-ce que par la parole, il s'en est offusqué et n'a pas daigné se montrer avec les présidents du Burkina Faso, du Mali, du Niger aujourd'hui qu'on est en train de vouloir démontrer que c'est un coup d'État qui n'apporte pas un pas vers le développement, vers la quête d'indépendance. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que les présidents africains recherchent? Qu'est-ce que les institutions sur le continent africain recherchent? Et qu'est-ce que l'Africain en lui-même recherche? C'est une question d'indépendance, de respect de sa dignité, de respect de son humanité. À ce moment-là, quand on essaye de répondre ainsi, la question que vous posez, qui contrôlera l'Afrique, a tout son sens. Et pourquoi elle a tout son sens? Parce qu'elle est au cœur des relations internationales aujourd'hui, parce que l'Afrique est au centre des destinées des relations internationales et de la géopolitique internationale. Et ma foi, si je dois répondre simplement à votre question, la question du Mali, elle est en quête d'indépendance et dont les propos, soit du président, soit de n'importe quel dirigeant malien, ne peut que conforter cette quête d'indépendance-là et qui rentre
en cohésion ou alors en acquaintance avec l'idéologie que porte par exemple la puissance russe, quant à savoir que la souveraineté étatique est au cœur des relations internationales, parce qu'il ne faudrait pas nier la souveraineté des États, bien même quand on veut collaborer avec les États. Un sommet aux allures d'un nouveau pacte financier mondial, une nouvelle vision financière pour la Russie, une nouvelle économie mondiale qui pointe à l'horizon, d'un côté la souveraineté monétaire de l'Afrique sur une partie du marché mondial, et de l'autre côté la domination du dollar. L'Afrique s'affirmera-t-elle finalement pour contrôler son continent? Je vais, pour répondre à votre question, essayer de lire ce qu'a dit un des responsables au niveau de la France, un ancien ambassadeur de la France. Il s'agit de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, qui appelle à la fermeture des bases militaires en Afrique. Voici ce qu'il dit. Maintenant que le Sahel est presque perdu, ne commettons pas la même erreur au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Changeons du tout au tout la forme de notre présence. Fermons nos bases, apprenons la discrétion. Quand j'ai lu ce diplomate, votre question a sa réponse. Dans la mesure où le besoin de contrôle qui est adossé avec la question de la mondialisation trouve tout son sens. Et donc, qui contrôlera l'Afrique? Les premières ne nous appartiennent pas. Et donc, c'est eux qui ont développé avec l'apport de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme, des industries à même de venir piller le continent africain et par un mécanisme économique transférer les revenus pour le développement de la métropole. Et donc, quand vous avez toutes ces industries-là qui arrivent sur votre territoire, vous rendez bien compte qu'il faille préserver les intérêts du pays en question. Et donc, Gérard Araud, ancien ambassadeur français au niveau de la France, a ici à cœur les intérêts français qui sont en train d'être perdus. Et donc, il cite 2 pays ou 3 dans lesquels il n'aimerait pas voir la France perdre totalement l'Afrique. Parce que son propos voudrait dire que la France est en train de perdre totalement l'Afrique. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont dit que la France ne doit jamais abandonner l'Afrique. La France doit continuer à avoir une présence sur le continent africain. Pourquoi avoir une présence sur le continent africain? Et pourquoi nous, Africains, on ne tient pas des discours tout autant en disant que notre présence sur le pays français est plus que important, parce qu'on doit aussi sauvegarder nos intérêts qui s'y trouvent. Mais non. Mais revenons sur la nouvelle vision financière. Est-ce que le franc CFA trouvera sa place dans cette nouvelle monnaie des Blinks qui est annoncée, ce nouveau système MIR qui est annoncé? Ben, le nouveau système MIR, on avait parlé, et c'est un contrepoids au SWIFT, et donc les BRICS qui s'adossent à ce système-là et proposent une alternative aux pays africains. Et on revient à la question de l'indépendance économique sur le continent africain. Mais quand je regarde le parterre des chefs d'État qui s'est rendu à Saint-Pétersbourg du 26 au 28, c'est bien ça. Et je suis forcé de dire qu'ils n'ont pas pris l'ampleur de la chose. Parce qu'un tel sommet, je pense qu'on s'attend à des grandes déclarations ou bien des grandes orientations qu'on aimerait donner à des pays. Mais on est toujours parti sur ce sommet-là pour
raconter le voyage, comment ça s'est passé. Vous avez entendu le président Sassou Nguesso qui a raconté comment est-ce qu'on a bataillé pour que les présidents africains n'arrivent pas à Saint-Pétersbourg pour tenir ce sommet-là. Mais je ne pense pas qu'ils aient... Chacun est allé là-bas déjà. C'est un sommet qui consacre la division de l'Afrique, à mon sens. Ça consacre la division de l'Afrique parce que à ce sommet, on voit bien que peu des pays, peu des présidents à la tête des pays ont à cœur l'intérêt général en termes d'Afrique. Quand vous écoutez le discours du président malien, je ne sais pas si c'est au dernier paragraphe qu'il a prononcé le mot Afrique. Tout son discours, il a relaté sa relation ou la relation de son pays avec la Russie. Vous prenez le président de Burkina Faso, lui, il a invectivé, qu'on pourrait qualifier d'un discours populiste, mais sauf qu'il a dit ce qui s'est dit dans la masse. Il a transporté le discours de la masse africaine à ce moment-là pour parler à ses pairs qu'il aimerait voir aller un peu plus dans le combat qui occupe le continent africain. Et quand vous avez le président Macky Sall qui a répondu, et vous comprenez pourquoi le diplomate Haro essaye de nous dire qu'on ne doit pas perdre le Sénégal. Le président Macky Sall a essayé de dire à son jeune collègue que c'est pas parce que vous ne nous voyez pas dans des jactances que vous croyez que nous ne travaillons pas. Nous travaillons tous autant que nous sommes au développement de l'Afrique. Mais force est de constater que ce travail-là, parce qu'il y a aussi la question des loges. Donc l'Afrique est divisée. L'Afrique est divisée dans ses différentes postures au niveau de ceux qui ont les destinées de ce continent-là. Elle est divisée. C'est un discours individualiste. C'est un discours individualiste. Ils ne sont pas allés là-bas tenir un discours qui conforte l'Afrique au devant de la scène. Ils sont allés plutôt devant la Russie qui a un seul discours, qui a une seule vision, qui a une seule philosophie concernant le continent africain. On a dit que le président Poutine a plutôt compris l'Afrique avant les Africains, parce que Lavrov a fait le tour de l'Afrique avant ce sommet et a forcément apporté au président Poutine les doléances des uns et des autres et a donné un discours cohérent, comme vous le dites, un seul discours. Et comme vous le dites, l'Afrique partie dispersée à cet événement, à ce sommet. Pourquoi les Africains n'arrivent-ils pas à travailler avec des titans? On en a parlé plusieurs fois. Mais travailler avec des titans, ça demande d'avoir une souveraineté monétaire. Il faut financer ces chercheurs. Vous pensez par exemple le professeur Achille Mbembe qui mène des recherches pour redéfinir la relation de la France avec l'Afrique. Vous voyez France avec l'Afrique. Vous imaginez combien d'argent, c'est peut-être au-delà du budget du Cameroun qu'on lui donne. Parce qu'il doit regrouper un ensemble de professeurs, de parterres, d'intellectuels africains, européens pour construire une nouvelle relation avec l'Afrique. Ils ont créé un nouveau service qui doit réfléchir dans ce sens-là. Et donc, il faut de l'indépendance économique, mais nos pays, avec des budgets qui ne sont même pas en équivalence avec ce que pourrait toucher un Lionel Messi. Lionel Messi peut acheter 3 pays africains. Je ne parle pas de Ronaldo. Je ne parle pas si aujourd'hui on transfère Kylian Mbappé en Arabie Saoudite. Il peut se permettre de dire qu'il peut acheter 3 pays africains au regard du budget. Et donc on n'a pas d'indépendance. Et donc les think tanks, ils vont réfléchir qui prend ça en considération. Le politique, c'est cadré. Je peux dire que c'est cadré parce que le politique est dans son cocon. Les intellectuels sont dans leur cocon, la justice dans le cocon. Donc chacun essaye d'agir dans
une sphère qui lui est propre et dont je pense que c'est compliqué. Il faut beaucoup d'argent, c'est l'argent qui va les unir. Mais quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce que vous voulez? Chacun va aller essayer de trouver la stabilité déjà individuelle et après penser pour le continent africain. Parmi les 19 chefs d'État, évidemment, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui dans sa prise de parole a demandé au FMI de relancer les DTS, dont les droits de tirage spéciaux, on en avait parlé lors d'une émission ici, pour permettre à l'Afrique de sortir des crises diverses qui minent le quotidien des peuples. Monsieur Toga, les BRICS disposent d'une banque d'investissement. Est-ce que le chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya, fait-il appel à la banque d'investissement des BRICS, sachant que Poutine a dit dans son discours que les BRICS s'attellent à créer une nouvelle monnaie, un nouveau système monétaire, où tout simplement son Excellence Paul Biya rappelle aux Occidentaux leur engagement non tenu vis-à-vis du continent africain. On se souvient du sommet Europe-Afrique. Oh oui, c'est une autre doléance qui pour moi est encore de trop. C'est une autre doléance qui pour moi est encore de trop. Nous avons des problèmes en interne, la souveraineté économique que nous devons avoir, en sollicitant par exemple les droits de tirage spéciaux que je pense ça va solutionner la question de la souveraineté du Cameroun sur le plan économique. Nous utilisons encore une monnaie coloniale, le franc des colonies françaises d'Afrique. Et donc, ma foi, même si le FMI qui travaille en partenariat avec la France, quant à la colonisation du continent, la continuité de la colonisation du continent africain, même si elle émet ces droits de tirage spéciaux, là, c'est pour un but bien précis, parce qu'elle a envie d'avoir la main mise sur les industries africaines qui lui permettent de donner des orientations budgétaires sur les pays africains. Et donc, émettre, pour moi, ce vœu-là, c'est peut-être aussi montrer au président Poutine que vous avez raison de vous offusquer sur ce système international qui voudrait anéantir la souveraineté des États africains et partant de les soumettre quant à ce que quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne peuvent aucunement penser à une quelconque autonomie, mais plutôt se référer à un FMI, une Banque mondiale, à Washington, à la France, aux États-Unis, à l'Angleterre, à la Goa, toutes ces institutions-là qui permettent d'aller négocier, je ne sais pas quoi, mais c'est d'aller plutôt mendier des petits perdièmes que vous avez besoin d'un hôpital à Kribi. On voit un peu le budget qu'on peut avoir dans nos ONG là, qu'on peut vous donner. Mais non, on ne va pas vous donner l'argent directement, on va plutôt donner à l'ONG qui va venir superviser les travaux. Et donc, on dépossède l'État. J'ai envie de créer un nouveau mot ici, on désouverainemise l'État, dans le sens où vous êtes appâté, vous êtes subjugué parce qu'on a la PAC qui vous permet de survivre. Le paiement des salaires sur le continent africain. C'est Paris parfois qui vient, soit quand Paris, on est un peu en désaccord avec Paris sur le FMI, chez qui on part, dit s'il te plaît, viens payer les salaires. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souveraineté économique. Et donc, peut-être, l'analyse du discours du président camerounais permet de dire que sur le continent africain, il y a encore des économies colonisées. Que s'il y a possibilité d'avoir une alternative au dollar, alors c'est très important parce que le président camerounais aussi, on doit se souvenir qu'il tient à cœur la refondation ou bien la reformulation de l'organisation de cette structure internationale-là. Il aimerait voir plus la prise en compte des positions africaines dans cette structure-là. En début d'émission, on parlait de l'influence géopolitique de l'Afrique sur la scène internationale, mais elle est gangrénée par une posture inégalitaire dans les décisions qui se prennent dans le monde, au niveau international. Pourquoi? Parce que on n'a pas des économies fortes, on n'a pas
un armement fort, on n'a pas développé un arsenal militaire qui permet d'imposer une quelconque orientation que ce soit. Mais on a les matières premières qui sont non plus notre propriété, mais la propriété de ceux vers qui on se tourne pour soi-disant demander les droits de tirage spéciaux. C'est spéciaux pourquoi? Parce qu'ils vont venir vous dire, on vous a donné ça pour le Covid, on vous a donné ça, mais c'était pas gratuit. C'était pas gratuit, il a fallu défalquer soit un minerai qu'on dit, on va plutôt prendre tel minerai, ça va nous revenir. Vous avez besoin de la santé, on va vous donner la santé, mais on va prendre plutôt la bauxite qui est cachée quelque part là-bas. Et donc, nos pays africains sont dans un engrenage un cercle vicieux. La population émet la demande, le budget de l'État ne permet pas de satisfaire la demande, parce que c'est voulu par le FMI, la Banque mondiale, la communauté internationale, avec la question de la mondialisation qui voudrait, faut pas exclure la volonté de contrôle de la mondialisation, ça va de pair, qui voudrait contrôler les économies africaines ou alors les économies mondiales. Et donc on parle de mondialisation à ce moment-là, et donc qui est aux manettes de cette mondialisation-là, c'est l'économie unipolaire. Et quand on parle d'économie unipolaire, on voit les États-Unis, la communauté internationale qui dictent les règles de comment ça devrait se passer. À ce moment-là, vous avez la présidente Dilma Rousseff qui a intervenu à ce sommet-là, qui a parlé de l'effectivité de la multipolarité du monde qui est d'actualité. Il n'y a plus question de parler, est-ce que c'est possible d'avoir un monde multipolaire? Le monde multipolaire est là devant nous, mais que font les États africains de profiter de cette opportunité stratégique quant à ce qu'ils peuvent prendre des décisions souveraines et, par exemple, utiliser la réflexion du professeur Agbohou qui leur permet d'avoir une crédibilité scientifique dans la création monétaire et la souveraineté monétaire qui s'acquiert par là, et intégrer maintenant les BRICS et d'avoir des alternatives dans les négociations au niveau du commerce international. Mais qu'est-ce qu'on fera? Vous avez le président Biden, le président Macron, le président de la communauté internationale qui s'offusquait même déjà de la présence des présidents français à ce sommet-là. Et donc vous avez entendu un président, Denis Sassou Nguesso, qui n'a plus rien à perdre, informer la communauté africaine comme quoi ils ont subi d'énormes menaces, d'énormes pressions pour ne pas s'y rendre. Comment faire? Il faut les laisser subir ces pressions-là. Est-ce qu'il faut aller tambour battant dans la rue et dire que ce sont des dictateurs, qu'on a besoin de démocratie, on a besoin de plus de liberté, quand la véritable liberté africaine est embrigadée par les plus grands dictateurs qui existent dans ce monde, à savoir l'ONU, les États-Unis, la France, et j'en passe. Qui contrôlera l'Afrique? La Chine propose des infrastructures, l'Inde propose des projets et la Russie la sécurité à l'Afrique. Et vous, à l'Europe, vous proposez l'homosexualité. Jean-Luc Mélenchon. C'est ici que s'achève cette émission de géopolitique. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.